Ça, c'est le case. Bonjour. Bonjour. Jean-Charles. Bienvenue à l'Omnium financier 2016. Avant de débuter, pouvez-vous me confirmer que vous êtes bel et bien équipe B? Oui. Parfait. Donc, je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, pour faire votre présentation, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide d'un carton indicateur à 5 minutes, à 5 minutes, à 2 minutes et à 30 secondes. Et les 10 dernières secondes, je vais les compter sur mes doigts comme ça. Donc, avant de débuter, je laisserai les juges se présenter. Leroux, spécialiste en planification hypothécaire pour le groupe Investors. Fernand Loisel, directeur régional pour le groupe Investors, bureau de Montréal-Centreville. Éric Bruno, aussi de Groupe Investors, directeur de division au bureau de Sainte-Foy. Mathieu Espérance, vice-président de finance de Bulldozer. Martin Mathibault, analyste financier, Société québécoise des infrastructures. Donc, je vais partir le travail quand vous serez prêt. Parfait. Est-ce qu'on peut voir les cartons de temps, s'il vous plaît? Oui. Dans le fond, ça va être c'est le 10, le 5, le 2 et le 11. Parfait. Bonjour, M. McMullen. Comme on le sait, au cours de votre carrière chez Kroger, vous avez réalisé de nombreuses acquisitions ambitieuses qui ont permis à votre entreprise de devenir le leader qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, récemment, dans les dernières années, votre industrie fait face à un enjeu de taille avec la montée des marchands de masse ainsi qu'une vague de consolidation qui touche de nombreuses entreprises aux États-Unis. Donc, étant donné l'importance de cet enjeu, c'est avec grand intérêt que notre équipe s'est penchée sur l'analyse de Roundy's comme une cible d'acquisition potentielle pour votre entreprise. Donc, je m'appelle Louis Arsenault, je suis accompagné d'Akram Bencherif et de Jérôme Tardif, et ensemble nous formons XYZ Capital Markets. Donc, nous sommes ici aujourd'hui maintenant pour vous présenter notre recommandation selon laquelle vous devriez procéder avec l'acquisition de l'épicier Roundy's. Donc, d'abord, nous commencerons avec un sommaire exécutif de notre analyse avant de poursuivre avec l'analyse financière de Roundy's, puis d'y aller avec la perspective stratégique de que représente cette acquisition, une évaluation de la cible, l'évaluation du financement potentiel pour conclure avec la recommandation finale. Donc, nous débuterons maintenant avec le sommaire exécutif. Donc, effectivement, pour procéder à l'évaluation de l'acquisition en tant que telle, on a procédé par 7 étapes. Donc, d'abord, de faire l'analyse financière des états financiers des deux compagnies et des nouvelles de chacune pour voir qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, puis comment ça peut impacter l'acquisition en tant que telle. De faire l'analyse stratégique, donc de façon qualitative, est-ce que les deux modèles d'affaires sont conciliables, est-ce qu'il y a une possibilité de synergie, d'évaluer Roundy's, d'arriver avec un prix d'achat pour la cible, ainsi que de trouver le financement de la transaction et de déterminer le remboursement de dette qu'on pourra faire sur 5 ans par la suite. Et finalement, d'évaluer l'impact sur les bénéfices par action, ainsi que les risques et l'implémentation de la transaction. Donc, ce qu'on peut voir, c'est au niveau de pour faire un sommaire de notre analyse, on a les transactions précédentes qui nous amènent un multiple EV/EBITDA de 7,5 fois, qui est supporté par un DCF qui nous amène avec un prix d'entrée à 950 millions, environ 1 milliard de dollars pour la valeur de l'entreprise, donc ce qui représente moins la dette nette évidemment de la cible. Mais ici, on évalue environ à 190 millions les synergies possibles de l'acquisition. Ici, pour le VPA, une amélioration du VPA finalement sur un an de 4,9%. Et aussi, comme on voit tout à l'heure, cette appréciation qui s'améliore au fur et à mesure des 5 ans qu'on suit aussi. Et finalement, les risques de la transaction en tant que telle sont présents, mais sont mitigés par des facteurs qualitatifs et quantitatifs qu'on va évaluer plus tard. Donc, on va poursuivre avec le contexte de la transaction avec Alors, c'est important de comprendre quelle entreprise est Roundy's. Donc, Roundy's est un épicier qui est impliqué dans la vente, la distribution ainsi que la production de produits alimentaires. On constate aussi qu'ils ont des pharmacies dans 97% de leurs magasins au Wisconsin ainsi
que dans l'État de l'Illinois. Donc, cette compagnie-là a commencé à éprouver certaines difficultés dans les dernières années, ce qui font en sorte que le moment serait opportun pour Kroger de procéder à son acquisition. Donc, on note d'abord que les ventes par magasin au cours des 3 dernières années sont en baisse de 2,2 annuellement et de 2,9 dans la dernière année. Ensuite, la compagnie, en 2014, a procédé à la fermeture de 29 magasins. Sa bannière Rainbow du Minnesota au complet a dû aussi fermer son centre de distribution à Stevens Point, ce qui a entraîné des dépenses additionnelles au niveau de la fermeture, ainsi des dépenses liées à l'ouverture de nouveaux magasins dans la ville de Chicago. On pense à l'acquisition notamment des magasins d'une autre chaîne qui ont été transformés sous la bannière Mariano's. Donc, finalement aussi, au niveau du cours de l'action, les actionnaires sont plutôt pessimistes en ce qui a trait à la compagnie. Donc, en 2013, la compagnie a coupé son dividende, ce qui a entraîné une forte baisse du cours de l'action. Ensuite, la compagnie a dû procéder à de nombreux write-downs sur son goodwill au bilan, ce qui a aussi accentué la tendance à la baisse du cours de l'action et qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie, selon nous, est sous-évaluée et le moment serait opportun pour vous de procéder à son acquisition. Donc maintenant, si on compare Roundy's à Kroger au niveau des états financiers, on constate que Kroger est en bien meilleure santé financière et a une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui laisserait indiquer que les deux compagnies seraient très bien conciliables et qu'il pourrait y avoir des synergies opérationnelles. Donc d'abord, au niveau opérationnel, les ventes par magasin sont de 28 millions seulement chez Roundy's comparativement à 26 millions chez Roundy's, comparativement à 38 millions dans les magasins Kroger. Ensuite, au niveau des marges de BAIA, on note 2,89 chez Roundy's comparativement à près de 5 pour Kroger. Ensuite, la compagnie Roundy's est beaucoup plus endettée. On note un ratio de dette nette sur BAIA qui indique par cette mesure, on tente de mesurer, d'avoir une estimation dans combien d'années la compagnie sera en mesure de rembourser sa dette. Donc, on voit un écart considérable entre les deux compagnies. Et au niveau du ratio de couverture, on note que Roundy's a un ratio beaucoup plus faible que Kroger. Donc, il y aurait des synergies financières potentielles selon nous. Puis finalement, on note que au niveau des actifs de Roundy's, le goodwill représente 26 de la valeur totale au livre des actifs, comparativement à seulement 7,5 pour Kroger. Donc, selon nous, ça représenterait quelque chose qui pourrait être intéressant étant donné la valorisation faible de la compagnie présentement. Puis, on croit qu'il y a un alignement stratégique intéressant entre ces deux compagnies, comme on le voit à la prochaine diapositive. Donc, selon nous, les tendances de l'industrie présentement sont favorables à cette acquisition. Donc, il y a un mouvement, bien que l'industrie est toujours fragmentée, il y a un mouvement de consolidation qu'on note. Puis, c'est un mouvement auquel Kroger se devrait de prendre part afin de maintenir ses parts de marché importantes dans le contexte actuel, en plus des tendances à la baisse sur les prix, étant donné l'arrivée des marchands en masse comme Walmart, Costco, qui mettent beaucoup de pression à la baisse sur les prix. Finalement, on dit la compétition est vraiment intense. Roundy's possède une part de marché de 32 au Wisconsin, ce qui serait une acquisition qui permettrait à Kroger de renforcer sa présence dans cet État qui se trouve dans un bassin de population important aux États-Unis. Puis on note aussi l'entrée imminente sur le marché d'un compétiteur important qui est Major. Donc, de procéder à l'acquisition de Roundy's permettrait à Kroger de se protéger contre ce nouveau entrant dans le marché au Wisconsin. Ensuite, tel que mentionné plus tôt, il existerait des synergies opérationnelles ainsi que des synergies financières à l'issue de cette transaction.
Donc, l'efficacité opérationnelle de Kroger, selon nous, pourrait être transférable à Roundy's. Ensuite, le pouvoir d'achat serait augmenté et il y aurait moyen d'accroître les marges en allant chercher des économies d'échelle. Ensuite, on sait que Roundy's a un réseau de transport et de distribution très efficace qui n'est pas utilisé à pleine capacité. Donc, encore là, quelque chose qui pourrait être bénéfique pour Kroger. Au niveau financier, Kroger profite d'une situation financière beaucoup plus avantageuse qui pourrait permettre à Roundy's d'investir davantage dans ses magasins au Wisconsin et de poursuivre sa croissance à Chicago, croissance qui a été entamée récemment. Donc maintenant, on peut passer à l'analyse par la méthode Discounted Cash Flow de la cible Roundy's. Donc afin d'évaluer le prix d'entrée de la compagnie, ce qu'on a fait justement, on a utilisé la méthode du DCF, c'est-à-dire on a actualisé les flux monétaires de la compagnie dans un scénario non M&A, c'est-à-dire sans prendre en compte l'apport que vous pouvez ajouter justement à Roundy's. Et cet apport-là sera au niveau de la marge d'EBIT que je vais expliquer plus tard. Concernant nos hypothèses principales, nous avons utilisé un taux d'actualisation de 10%, comme vous nous l'avez prescrit, ainsi qu'un taux de croissance à perpétuité de 2%. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, ce sont vraiment les deux principales hypothèses qui drivent les revenus. C'est au niveau de notre vente par magasin et de nos nombres de magasins que nous allons segmenter afin d'obtenir les ventes totales. Alors, au début, nous savons que ça va être, parce que pour Roundy's, ça va être plus difficile, étant donné que, pour toutes les raisons que Louis a prescrit au niveau de l'industrie qui est en difficulté. C'est pour ça qu'on a été plus pessimiste au niveau des premières années, puis qu'à partir de 2020, les croissances de nombre de magasins ainsi que les croissances de ventes par magasin s'améliorent, alors qu'au début elles étaient négatives, et c'est ce qui reflète selon nous la réalité de l'industrie. Concernant les marges d'EBIT, qui est un des chiffres les plus importants dans l'évaluation de la compagnie, ainsi que dans le prix d'achat, on a commencé avec le chiffre actuel qui est de 1,1%, puis nous l'avons augmenté progressivement, et c'est ici que se fait réellement la différence et qu'on voit la différence de création de valeur entre l'apport que vous pouvez ajouter à Roundy's, c'est-à-dire que la différence entre les deux évaluations avec M&A et sans M&A, en prenant en compte les bits que vous pouvez augmenter jusqu'à 3,5% d'ici 2019, ça fait une différence de 180 millions de dollars en annualisé. Concernant nos hypothèses de l'état du résultat, on voit donc que les ventes par magasin vont entre 26 millions jusqu'à 29 millions, ce qui est assez faible. En revanche, la marge d'EBIT augmente jusqu'à 4,1%, et c'est ainsi qu'on a une forte création de valeur, que Roundy's crée la valeur. Concernant nos hypothèses de fonds de roulement, on s'est contenté de prendre les hypothèses historiques et de faire des moyennes, étant donné qu'on n'avait pas assez d'informations à ce sujet-là. Mais ce qui est important à noter dans cette partie, c'est que nos hypothèses de fonds de roulement sont en cohérence avec nos hypothèses de vente, étant donné qu'on investit de plus en plus dans le fonds de roulement, avec notre croissance des ventes qui augmente entre 2014 et 2024. Concernant notre CAPEX, nous sommes basés aussi sur une moyenne historique, en considérant que les dernières années, entre 2013 et 2014, il y avait eu des irrégularités à ce niveau-là, et donc des montées et des baisses beaucoup trop importantes qu'historiquement prévues. C'est pour ça qu'on s'est plus basé sur 2011 et 2012. Concernant donc l'état des résultats prévisionnels, j'aimerais attirer votre attention alors sur les chiffres d'EBIT dont je vous ai parlé. C'est qu'il va de 42 millions jusqu'à, on peut voir en 2024, 224 millions, ce qui est une forte croissance et une amélioration des marges, due à l'amélioration des marges et à l'amélioration du nombre de magasins d'ici 2020, et aussi des ventes par magasin à partir de 2020. Et enfin, la ligne de bénéfices net, j'aimerais attirer votre attention aussi, étant donné que c'est là qu'on va se baser pour savoir quel est l'apport justement de Roundy's à Kroger au niveau de son bénéfice par action entre 2015 et 2019 plus tard. Et on voit justement qu'il atteint jusqu'à 108 millions alors qu'en 2015 il est négatif, ce qui reflète encore une fois la difficulté de l'industrie. Concernant donc notre fonds de roulement, comme je l'ai dit précédemment, ce qui est important à retenir ici, c'est vraiment la variation de fonds de roulement qu'on investit de plus en plus et que c'est en cohérence avec nos hypothèses de vente et notre amélioration des marges. Concernant les dépenses en investissement, on voit aussi justement que le CAPEX augmente d'année en année, qu'en 2020 par exemple, il est de seulement 4,2 millions, alors qu'en 2024, il atteint jusqu'à 128 millions. C'est une forte croissance, mais qui justifie nos hypothèses de croissance des ventes par magasin et d'investissement en termes de magasins.
Donc, concernant nos flux monétaires, nous avons justement pris notre EBIT, ajusté des taxes, puis de l'amortissement, soustrait les dépenses en investissement et ajouté notre variation en fonds de roulement. Et ainsi, comme on le voit à la ligne verte, que notre flux monétaire varie de 109 millions jusqu'à 136 millions, ce qui est selon nous une croissance raisonnable et qui justifie notre taux d'actualisation qui est relativement faible de 10% et qui justifie cette croissance et notre fiabilité au niveau de nos hypothèses. Concernant donc le DCF, je vais laisser Jérôme terminer l'analyse de sensibilité. Donc, effectivement, en prenant la somme des flux monétaires actualisés et en appliquant un 2% de croissance à perpétuité, on arrive avec une valeur de liquidité à 280 millions, ce qui représente 5,70 $ par action. Donc, une prime substantielle au-dessus du prix par action actuel. Donc, on est venu de faire une analyse de sensibilité sur ce prix-là par rapport d'un côté au coût du capital et de l'autre côté par rapport au nombre de magasins, la croissance des magasins finalement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le prix par action passe de 3,27 à son plus bas jusqu'à 8,92. Donc, ce qui vient apporter un certain réconfort au niveau de notre habilité à négocier avec la cible et de générer, de rentrer avec un prix qui va amener une appréciation de notre BPE à votre firme. Donc, par la suite, on a procédé à l'évaluation avec l'analyse des transactions précédentes. Donc, pour filtrer les transactions en question, on a procédé surtout de façon quantitative, donc en regardant les marges, les tailles de la transaction, ainsi que les marges d'EBITDA. Et on a aussi accordé une importance à la croissance des ventes des 3 dernières années. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a gardé environ une quinzaine de transactions, ce qui nous amène avec environ 7 transactions qu'on a gardées pour arriver avec une valeur au niveau de EV sur sales de 0,2 à 0,3 fois et au niveau du EBITDA de 7 à 8 fois l'EBITDA. Et comme mentionné plus tôt, on a surtout accordé de l'importance aux multiples de EV sur EBITDA, étant donné les différentes marges possibles et de croissance aussi au niveau de l'EBITDA. Donc, ce qui génère encore une fois un prix cible entre 4 et 6 et 5, ce qui est en ligne ce qui s'accorde finalement avec l'analyse de DCF qu'on a faite pour la valeur intrinsèque de l'entreprise. Concernant donc l'impact de finalement cette acquisition sur votre bénéfice par action, ce qu'on a fait pour l'obtenir, on a fait la prévision justement de votre état des résultats pour les 5 prochaines années. Donc, s'est basé sur la croissance historique afin d'avoir une croissance des ventes, ainsi que pour la marge d'EBIT, on s'est basé sur vos hypothèses et l'amélioration des marges que vous aviez prescrit pour R&Ds et qu'on a amélioré étant donné que vous êtes un bien plus grand joueur avec une meilleure structure de coûts. C'est ainsi qu'on obtient un EBIT qui va jusqu'à 5,5 milliards vous concernant d'ici 2019. Concernant donc la méthode qu'on a employée afin d'avoir l'impact quantitatif sur votre bénéfice par action pour chaque année de 2015 à 2019, on s'est basé justement sur l'EBIT de chacune des deux compagnies. On a soustrait ensuite le paiement d'intérêt sur votre dette actuelle, auquel on a ajouté ensuite le paiement d'intérêt qu'on peut voir par exemple de 522 millions pour 2015, en se basant sur la nouvelle dette que vous allez émettre pour acheter justement R&Ds. Et ainsi, on voit une accretion, c'est-à-dire une augmentation du bénéfice par action de votre compagnie de 4,6%. Ensuite, c'est la même méthode qu'on a employée pour toutes les années, c'est-à-dire 2016, comme on peut le voir encadré en rouge, on a une augmentation de 10,8%, en 2017 de 6,4%, et pour les 2 dernières années, 2018 et 2019, de 8,6%, mais une diminution du EPS d'environ 11%, ce qui est dû à l'investissement en CAPEX dans nos hypothèses, et ce qu'on pourrait venir avec plus de précision en affinant nos hypothèses, étant donné que nos prévisions d'état des résultats et de CAPEX ont été faites en se basant sur des prévisions historiques et uniquement des ratios. La transaction devrait être financée, selon nous, à 100% de dette. Donc, c'est une hypothèse très conservatrice qu'on a pris justement pour évaluer, pour pas avoir d'impact sur l'EPS, et qui est faisable aussi. On a assumé donc un ratio d'endettement de 2,5 fois l'EBITDA. Donc, ce qui considère seulement la dette que nous qu'on émettrait et non la dette qui serait refinancée de la cible en question. Donc, pour estimer nos flux monétaires, on a pris l'EBIT
jusqu'à enlever le CAPEX et les remboursements de dettes obligatoires qu'on a déjà pour notre compagnie. Donc, on vient rembourser, comme vous voyez, entre 200 millions et 1,9 milliard de dettes par année pour cette transaction. Pour ce qui est des risques de la transaction, nous jugeons qu'ils sont sérieusement mitigés. Donc, d'abord, le risque que la transaction ne soit pas approuvée par les actionnaires de Roundy's, selon nous, est faible puisque la prime que vous pouvez payer est plutôt élevée et que la situation financière de Roundy's n'est pas idéale présentement. Finalement, le risque d'exécution et d'intégration de la transaction, vous avez prouvé par le passé que vous étiez en mesure de réaliser des acquisitions fructueuses. Finalement, la réalisation des synergies, selon nous, vos deux entreprises sont très bien conciliables. Le contexte de l'industrie est favorable, donc selon nous, c'est très réalisable. Puis dans la réponse du marché, tel qu'on a vu, la transaction résulterait en une augmentation du BPA pour vos actionnaires, donc réaction positive. Pour ce qui est de l'implantation pour les prochains 6 mois, donc négociation et revue diligente, d'ici 1 an, on prévoit la conclusion de la transaction. Puis, dans les prochaines années, les magasins de Roundy's seraient opérés comme une filiale indépendante de Kroger. On vous suggère donc de procéder avec l'acquisition et d'offrir un prix d'entrée entre 7,25 et 9 $ par action pour la cible. Et c'est à ce niveau-là qu'on croit vraiment que l'acquisition va être profitable à long terme pour vous. Et on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci. Moi, j'en ai une petite justement par rapport au prix d'achat de l'action. Ouais. Quand on regarde votre tableau, justement, des comparaisons par rapport aux différentes méthodes, donc ça varie entre 4,57, 3 et quelques jusqu'à 11. Qu'est-ce qui justifie qu'on irait payer 7,25 à 9 $ l'action quand ça startait? 4,25. Effectivement, mais ce montant-là représente plus, selon nous, jusqu'à où on est capable de monter pendant le processus de négociation. Évidemment, la négociation se prend déjà à des multiples plus bas et un prix plus bas, donc c'est juste un point positif pour vous, donc vous avez plus de marge de manœuvre dans la négociation. Et si vous êtes capable de négocier un prix inférieur, évidemment, c'est considérable. Est-ce que ce prix de 50 de la dette qui est présente sur la balance sheet de Roundy's? Oui. Le prix de 7,25 à 9 $? Le prix de 7,25, c'est seulement au niveau de l'utilité. Oui, OK. Donc, si on remet sur une base de valeur d'entreprise, c'est environ 750 millions et 1,05 millions. OK. J'ai une autre question par rapport aux dépenses d'investissement. Après l'achat en 2016-2017, il n'y a aucune dépense de CAPEX qui sont modélisées dans le modèle. J'aimerais juste savoir pour quelle raison, parce que si on fait un achat d'une entreprise, normalement, on va avoir des dépenses supplémentaires engendrées. Et on devrait peut-être tenir compte de ça dans le modèle pour être plus réaliste. Peut-être que ça a été une hypothèse effectivement conservatrice dans la modélisation de nos flux monétaires, mais on a considéré que les dernières années étaient de très forts investissements et que donc on aurait des investissements moins importants, on aurait certainement des dépenses d'entretien et que donc à ce niveau-là on a peut-être été un peu trop agressif dans nos dépenses de CAPEX, mais qu'on a justifié plus tard en revenant à un ratio de 2,3% d'ici la fin de nos prévisions de 2024. Mais effectivement, on aurait pu avoir un ratio légèrement plus élevé pour le CAPEX sur vente. J'ai une autre question. J'aimerais savoir, pour ce qui est de la dette de Roundy's, est-ce que vous comptez la refinancer avec la note de crédit de notre compagnie Kroger? Et si oui, quel sera l'impact au niveau fiscal de cette dépense supplémentaire pour nous? De refinancer la dette. Ouais, c'est la valeur du bouclier fiscal qui va être créé sur la période de remboursement de la dette si on décide de prendre la dette et de refinancer. Si on refinance avec notre cote de crédit, on va finalement payer un taux d'intérêt qui est plus faible que ce que la cible paye théoriquement. Donc, évidemment, le bouclier fiscal, si on veut, diminue. On paye moins d'intérêt. Mais le bouclier en question, la perte à ce niveau-là vient être compensée largement par le montant moins élevé d'intérêt qu'on paye et qui vient juste à améliorer les flux monétaires. Selon vous, qu'est-ce qui va faire en sorte que les same-store sales vont augmenter à ce point-là? Pourquoi il y a autant de croissance que vous pensez va être générée organiquement dans les activités de Roundy's?
Donc, comme on a mentionné, il y aurait certaines synergies opérationnelles qui résulteraient de cette transaction-là. Notamment, on sait que la croissance dans l'industrie provient principalement des produits de qualité, les mets préparés. Donc, c'est un domaine dans lequel Kroger a une expertise. Aussi, Kroger a la marque maison Simple Truth, les produits organiques qui pourraient être transférables, partagés avec la chaîne de magasins Roundy's, qui seraient des choses qui pourraient permettre d'augmenter les ventes dans les magasins. De ce que je comprends dans votre DCF, dans le fond, la croissance totale va monter jusqu'à 10% pour l'année 2024, puis par la suite, subitement, 2% pour le calcul de la perpétuité. On pourrait considérer qu'effectivement, à partir de 2024, on atteint un stade de maturité et que c'est un taux insoutenable 10% par année. On aurait pu descendre progressivement, effectivement, à un taux plus raisonnable pour continuer nos prévisions jusque, par exemple, 2035, mais étant donné que notre horizon était de 10 ans, on aurait pu considérer, par exemple, si on avait eu la liberté au niveau de l'horizon de prévision, on aurait pu faire des prévisions jusqu'en 2035 progressivement, puis considérer qu'on était à maturité et prendre le 2% qui correspond à la maturité de la compagnie. Comment évaluez-vous le risque par rapport à l'entrée des nouveaux concurrents dans le Wisconsin? Vous avez parlé dans les menaces qu'il y avait dans l'entrée des nouveaux concurrents. Est-ce que ça pourrait mettre en péril ces hypothèses de croissance-là? Les hypothèses prennent en compte que le concurrent major entre dans le marché. Selon nous, donc, le concurrent major prévoit une entrée dans le marché. Donc, la meilleure façon pour Kroger, selon nous, de se protéger contre ce nouveau entrant, c'est de procéder à une acquisition, l'acquisition de Roundy's, pour justement accroître ses parts de marché. Donc, pour nous, ce serait la manœuvre optimale dans le contexte actuel. Si je peux rajouter aussi l'analyse de sensibilité qu'on a faite au niveau du DCF, prenant en compte la croissance, la décroissance des ventes par magasin, donc il venait un peu prendre en considération cet aspect-là compétitif et qui montre qu'on peut quand même générer un retour intéressant pour notre compagnie, même si on a une croissance très faible. Je suis désolé de vous interrompre, c'est tout le temps que